C'est pas aux enfants à payer des ajustements budgétaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles par leur assiette. Vous avez dû recevoir ceci comme moi, des Kinder et un reste de kebab de la veille, et c'est ça qu'on retrouvait dans les boîtes à tartines. C'est ça la réalité. Peu importe, j'ai envie de vous dire, la situation, un enfant n'a pas à vivre ça. Le 20 avril dernier, une question d'actualité abordait la suppression du finissement des cantines gratuites dans l'encadrement différencié. Donc les constats étaient les suivants. Donc les mesures de gratuité scolaire qui sont financées par la Fédération Wallonie-Bruxelles vont être drastiquement diminuées pour la rentrée scolaire prochaine. Les chiffres sont sans appel. Aujourd'hui, ce sont 429 écoles maternelles et primaires accueillant les élèves les plus précarisés qui organisent des repas complets, sains, pour la plupart durables et surtout gratuits, à un financement spécifique de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour un peu plus de 55 000 enfants. Pour rappel, il s'agit d'une enveloppe de 21 millions par an qui a pour ambition notamment de faire l'alimentation scolaire de qualité, un levier majeur de soutien à la santé physique et mentale de nos enfants et surtout de la lutte contre la pauvreté. Elle renforce la qualité des conditions d'apprentissage et dès lors, elle lutte contre les chocs scolaires. Elle combat aussi la précarité alimentaire et contribue à la lutte contre la pauvreté économique de manière générale. Donc c'est un modèle global qui d'ailleurs, dans certaines régions où on a appuyé sur la ceinture alimentaire, vient aussi comme un levier pour le monde agricole local. Cette mesure s'applique aux écoles avec un indice socio-économique plus faible. Combien d'écoles, combien d'implantations scolaires et combien d'élèves sont concernés par la fin des gratuités des repas à la cantine? Quand les parents seront-ils avertis qu'à la rentrée prochaine, leurs enfants ne pourront plus bénéficier de cette mesure? Quel suivi avez-vous prévu? Et enfin, comment allez-vous procéder concrètement pour qu'aucun enfant ne se retrouve sans repas le midi, en particulier dans le contexte d'utilisation de l'application Créos? À ça, Monsieur Leschevin nous avait donc indiqué que les moyens alloués dans l'encadrement différencié ne prévoyaient plus le montant spécifique pour les repas gratuits à l'école et qu'il reviendrait aux établissements d'utiliser l'enveloppe allouée selon leurs priorités et besoins. Monsieur Leschevin a aussi précisé que 3 écoles communales étaient concernées à Moucron, Saint-Exupéry, Raymond DeVos et Pierre de Coubertin, pour un peu plus de 1300 enfants. L'impact ne sera donc pas négligeable. Il a été indiqué que le collège devait examiner établissement par établissement ce qui était possible de faire dans le respect du cadre légal avec efficacité sociale. Des pistes ont été évoquées comme la suppression du coût de surveillance pique-nique, appelé taxe tartine, qui fait payer une participation aux élèves pour prendre un pique-nique à l'école. Une autre option avait été aussi évoquée, et celle d'un coût réduit pour les élèves les plus jeunes. Une réunion avec l'ensemble des établissements concernés par la mesure communale et autres était annoncée avec comme objectif d'aboutir assez rapidement à une décision. Et du coup, notre demande aujourd'hui, en fait, c'était de faire le point sur cette rencontre, les constats et les conclusions qui en tiraient. Merci beaucoup. Je ne vais pas refaire tout le débat qu'on a eu la fois passée, mais je veux juste rappeler en 2 secondes de quoi on parle. Donc, et je vais prendre un chiffre comme ça pour qu'on puisse comprendre. Imaginons que on avait une école qui était en encadrement différencié qui recevait une aide de 50 000 € pour aider à des sorties scolaires, des voyages, etc. À côté de ça, la Fédération Wallonie-Bruxelles repayait également tous les repas, éventuellement, disons, pour 50 000 €. Aujourd'hui, on garde les 50 000 € qu'on avait, mais on n'a plus le remboursement des repas scolaires, mais on touche un petit bonus, donc c'est, je dirais, une petite part résiduelle de ces 50 000 € qui étaient payés pour les repas, et on va dire, allez, prenons 5 000 €. Donc ça veut dire que demain, une école n'a plus la possibilité, enfin ne reçoit plus le remboursement des repas scolaires, mais où elle touchait 50 000, elle va toucher 55 000. Et l'autre nouveauté, qui est un peu un cadeau empoisonné, c'est comme ça que je le considère, c'est qu'on dit avec ces 55 000, vous pouvez aussi continuer à faire en partie tout, partiellement, ou pour certains enfants, de la gratuité au niveau du repas. Donc là, on ne parle pas du droit de chaise ou de tartine. Bon. Alors, on s'est réunis, on a eu cette table ronde, donc il y a quand même pas mal d'acteurs qui sont venus et je les en remercie. Et ça nous a permis finalement, en échangeant, de voir la réalité des uns et des autres. D'abord, les réalités sont fort différentes. Enfin, d'une école à l'autre, il y a quand même toujours parfois des choix stratégiques différents. Moi, je voudrais quand même dire, je l'ai dit la fois passée, mais je voudrais le redire, c'est que quoi qu'il arrive, les montants, le petit montant de 5 000 là, dont je viens de parler, qui vient s'ajouter aux 50 000, il sera de toute façon, il va pas rentrer, même s'il n'y a pas d'argent qui est donné par l'une ou l'autre école pour la gratuité des repas,
ça va pas aller enrichir les PO. Hein. Donc ça doit être de l'argent qui est dépensé, donc on est contrôlé. On doit rembourser tous les subsides. Donc de toute façon, où il y avait 50 000 avant qui étaient consacrés à du social, etc., en dehors des repas, demain il y aura 55 000. Il n'y aura pas 50 000 et 5 000 en bonus et puis les enfants ne mangent pas. Donc ça, c'est quand même important parce qu'il y a des écoles, d'autres réseaux qui feront peut-être le choix. Chacun est libre et autonome de faire d'autres choix éventuellement que ceux que nous poserons à la ville. Et ça, on s'accorde tous pour dire que nous sommes chacun indépendants et que chacun peut prendre la décision qu'il souhaite par rapport à cette opportunité qui nous est offerte. Alors, ça a eu le mérite, en tout cas, cette réunion, d'abord, on a fait le point. Je pense que l'une ou l'autre école qui bénéficiait des repas a déjà un peu prévenu les parents qui auraient plus d'intervention de ce côté-là. D'autres attendaient un petit peu finalement la position de la ville. Et on a écarté certaines hypothèses. D'abord, c'est vrai que quand on avait réfléchi ensemble, vous avez dit les premières pistes, etc. On avait parlé peut-être d'une soupe gratuite. On s'est rendu compte que c'était tout à fait finalement ridicule et qu'on n'allait pas réduire le coût du repas. Peut-être même qu'on aurait cet effet où finalement dans le marché, on n'allait pas avoir une baisse de la proposition de prix et donc c'était pas intéressant. On l'avait déjà dit et c'est ridicule, c'est de répercuter ces 5 000 € sur l'ensemble des repas. On a dit que c'était entre 10 et 20 centimes de réduction, ça ou rien. Enfin, je veux dire, c'est pas top. Après, j'avais émis l'idée que je devais confronter quand même à la réalité des professionnels et à la faisabilité, c'est de dire, est-ce qu'on privilégie les classes d'accueil et de première maternelle, par exemple. Bon, j'en ai parlé, on a la chance à la ville d'avoir des diététiciennes, etc. Aujourd'hui, oui, il y a une lisibilité, on peut le comprendre, mais enfin, c'est pas pertinent ni scientifiquement, ni médicalement. On pourrait peut-être dire aussi, les 5e et les 6e qui sont en phase de croissance, ils en ont pas plus besoin. Bon, c'était pas non plus la bonne piste. Alors, le droit de table, on sait pas le supprimer, je l'ai déjà expliqué la fois passée, puisque le décret prévoit vraiment qu'on ne peut pas l'employer pour ça. Et en plus, il faut pas se faire de concurrence déloyale. En plus, on serait dans la réglementation que vous connaissez par rapport au fait que la ville devrait offrir alors si elle faisait quelque chose pour toutes les écoles. Donc ça c'est quelque chose qu'on a dû s'accorder d'abandonner. Et donc au fur et à mesure, et finalement j'avais déjà un peu réfléchi à ça, mais il fallait que je puisse aussi échanger avec Madame la directrice financière, etc. Et d'avoir un peu, de me replonger dans ce qu'était le statut BIM. Vous savez que pour par exemple les poubelles, on travaille avec le statut BIM. Bon, ça a un avantage, c'est que même s'il y a toujours un travail de back-office, donc il y aura des gens qui vont devoir constituer des dossiers pour voir qui aurait droit, il y a un travail qui est fait par les mutuelles, donc ils reçoivent une attestation BIM, donc on sait très bien vite identifier où sont les besoins, et finalement, on va là toucher au cœur, je dirais, du vrai besoin. Tandis que la fois passée, on l'avait déjà dit, finalement, en visant tous les enfants de l'école à encadrement différencié, il y a parfois pas pour les stigmatiser dans l'autre sens, mais il y a parfois des fils de médecins ou des fils de notaires qui étaient dans cette école et qui bénéficient aussi de la gratuité. Ici, donc, l'idée, c'est vraiment de dire, je pense que les écoles du libre ou des autres réseaux, ou du réseau Fédération Wallonie-Bruxelles qui voudraient le faire, pourraient le faire. Donc on vient pas mettre la puissance de la ville et que les autres ne pourraient pas nous suivre. Si quelqu'un voulait continuer, comme on va le suggérer, à faire quelque chose pour ces repas, en travaillant avec une attestation BIM, c'est relativement facile. Le parent qui vient, il a accès à une aide sur base de cette attestation. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de prendre ces fameux montants, les 5 000 €, mais qui sont pas 5 000 €, qui sont précisément, on va regarder parce qu'ils vont pas faire 36 trucs par école. L'idée, c'est que dans les écoles à encadrement différencié, en tout cas pour ce qui est de la ville, je vais proposer au collège, donc on a déjà commencé à parler du concept, mais on n'a pas parlé des chiffres. L'idée, je vais faire sortir l'école primaire actuellement de l'école des sports parce qu'elle est montée de catégorie. Elle est montée en 5, donc elle a encore un peu d'encadrement différencié. Et je pense qu'avec la nouvelle école, peu ou prou, dans peu de temps, elle va sortir. Et je voudrais pas que, comme je veux faire le même montant pour tout le monde, je voudrais pas que cette section tire vers le bas les autres moyens financiers qu'on pourrait mettre ailleurs. Donc, aujourd'hui, parce que je vous ai dit la fois passée, c'est par implémentation. Donc là, on va parler de l'école de Raymond DeVos, de Saint-Exupéry, et pour l'école
école des sports connue comme ça, uniquement des maternelles et du classique. Et là, on va chercher le dénominateur commun, on va regarder, on est en train de travailler en faisant tourner, je dirais, les machines et les calculatrices pour voir qu'est-ce qu'on pourrait offrir avec ce petit résidu supplémentaire. Donc la volonté, c'était quand même de ne pas mettre moins de moyens aux directions. Donc les directions qui touchaient par exemple 50 000 euros, elles continueront à toucher ces 50 000 euros. Je ne veux pas les puiser là-dedans pour les repas. Mais sur le montant supplémentaire qu'on reçoit, on va essayer d'y consacrer une grande partie à une petite aide. Et comment ça va se faire à la ville ? On va travailler avec l'attestation, et cette attestation donc qui va être déposée permettra, je dis un chiffre comme ça, je le donnerai la fois prochaine quand on arbitrera en collège, par exemple un droit à 100 euros par enfant par année, par exemple. Donc imaginons 3 enfants qui sont chez des parents statut BIM, etc. Un chèque, grosso modo, de 300 euros. Le chèque n'est pas le terme le mieux approprié puisque nous travaillons avec une plateforme numérique, un portefeuille virtuel qui s'appelle Créos. On vous en a déjà parlé ici. Et donc, au bout d'un moment, on créditerait, sur cette base-là, il y aura un dossier administratif, on créditerait de 100 euros les portefeuilles numériques et virtuels des parents qui sont sous statut BIM. Donc aujourd'hui, je le dis ici en primeur, je ne l'ai pas encore dit, mais Dieu sait qu'on a dit qu'on allait se tenir au courant. On va avancer, on va avancer là-dedans. Le montant n'est pas encore définitif. Je dis 100 euros, ça sera peut-être 80 ou 120 euros, on verra bien. Donc il faut vraiment faire tourner les machines pour voir le montant. Et donc c'est ce qu'on va indiquer aux écoles des autres réseaux, qui restent libres, eux, de faire ce qu'ils veulent. Mais si certains, veulent le faire, je pense que c'était juste de faire un système qui soit accessible à toutes les écoles. Moi, je l'ai dit, et je pense que c'est la mentalité de tout le collège. Il n'y a pas de guerre des réseaux, et on va certainement pas les installer. Donc on est très sensible à ça aussi. Et est un enfant, on a reparlé de tout ça. Donc voilà, c'était vraiment les balises qui permettraient de cadrer notre réflexion. Je voudrais dire aussi que en dehors de ça, les repas n'ont pas toujours été gratuits, on le sait. Je rappellerai aussi que dans des cas extrêmes, et je vais céder la parole après à Victor, il y a aussi le CPS qui intervient. D'ailleurs, pas seulement pour des repas, il peut intervenir pour un voyage, il peut intervenir pour les frais d'affiliation à un club sportif, on en parlait, etc. Bon, là, c'est encore une autre façon de procéder. On regarde vraiment l'état de nécessité ou autre. Enfin, je vais laisser la parole à Victor, mais voilà, nous, on prendra notre part, donc on gardera, j'ai envie de dire, est-ce que c'est symbolique ? J'espère que ça sera plus que symbolique, parce que même si on offre par exemple plus que 25 repas, s'il y a 25 ou 30 semaines dans une année scolaire, c'est déjà par exemple offrir à un enfant de dire il peut par exemple prendre le pique-nique, mais il aura un repas chaud au moins une fois par semaine. Donc ça, c'est à la discrétion des parents, qui peuvent tout prendre aussi pendant un mois, puisque c'est eux qui font les réservations sur le portefeuille Créos. Voilà l'état de la réflexion, la faisabilité et les pistes envisagées. Et je vais peut-être alors passer la parole à Victor pour compléter. Merci. Oui, merci David. Oui, je vais faire court, mais donc en effet, nous, on peut pas faire une règle générale au CPS. Maintenant, en effet, l'aide sociale existe, donc toute famille les plus précaires qui auraient une difficulté, peu importe l'école ou l'enseignement, peuvent en effet se tourner vers le CPS. Pour vous donner une idée, l'an passé, c'est plus ou moins 40 000 euros de repas scolaires qui ont été payés par le CPS via l'aide sociale. Donc voilà, j'invite les familles qui seraient dans le besoin à venir au CPS. Je me permets juste de rebondir en fait suite à cette table ronde qui a été effectuée donc avec les écoles des différents réseaux. Je dirais plutôt à froid. En fait, il y a certaines directions en les contactant des écoles libres et officielles qui nous disaient c'est vrai qu'on a un peu peur de la concurrence entre guillemets par rapport au fait qu'ils soient proches d'une école communale et tout ça. Et donc j'ai une direction qui me dit ce serait pourquoi pas. Alors dans la faisabilité, il sait bien que c'est les centrales d'achat, c'est pas possible entre les différents réseaux et tout ça, mais de peut-être essayer de voir s'il n'y avait pas moyen de négocier en fait un prix avec toutes les écoles, tous les réseaux confondus, pour pouvoir avoir aussi un meilleur prix peut-être au niveau des repas. Et donc parce qu'il expliquait un petit peu que
enfin moi en tout cas la direction la direction que j'ai contactée, elle m'a dit en fait nous on prend la société la même qui est pour le communal parce que voilà on suit un peu le mouvement, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de poids nous tout seuls de dire on va aller négocier un prix, on va aller faire et donc c'était une idée qui en discutant justement de cette réunion qui me dit pourquoi pas soumettre ça, essaye de soumettre ça. Oui, alors ça a été, si je peux me permettre, ça a été évoqué. Donc ça fait partie effectivement du rapport. C'est très complexe. D'ailleurs, je dois encore parler avec notre directrice financière, mais j'ai un peu déjà commencé. C'est très compliqué. Et alors, ce qu'il faut se dire, c'est que oui, on évoque le nom de la société actuellement qui a le marché. Mais nous, quand on lance un marché, on ne sait pas. C'était une autre société avant. Donc voilà, tout le monde aimerait bien avoir le bon prix, mais avec cette société-là, etc. Et nous, si on lance un marché qui est faussé parce que finalement il n'est pas relevé par les écoles qui nous suivent, c'est pas le bon prix non plus qui est remis. Je peux compléter? Merci pour les réponses. Quelques éléments qui me viennent à l'esprit à partir des réponses des uns et des autres. Tout d'abord, je tenais à souligner la recherche de solutions. Parce que c'est pas le cas partout et il y a des endroits où on envoie valser ça en disant c'est une décision qui a été prise par un autre niveau de pouvoir et ça ne nous intéresse pas. Donc on va quand même souligner que ici il y a quand même une inquiétude qui est exprimée parce que rappelons-le, pour nous c'est pas aux enfants et encore moins les enfants les plus précaires à payer des ajustements budgétaires et de la Fédération Wallonie-Bruxelles par leur assiette. Ça, c'est vraiment, nous, la mesure que l'on dénonce avec force. Si vous êtes passé par l'entrée principale du CAM, vous avez dû recevoir ceci comme moi, ou fin des repas gratuits dans les écoles ne le sont pas la fin décidée des résultats scolaires. Les photos, je ne sais pas si elles sont historiques, mais en tout cas, elles sont reprises à partir d'exemples réels, donc des Kinder et un reste de kebab, peut-être de la veille, et c'est ça qu'on retrouvait dans les boîtes à tartines. C'est ça la réalité du problème de la malnutrition, du manque de moyens et en tout cas surtout peu importe, j'ai envie de vous dire la situation, un enfant n'a pas à vivre ça. Et le fait qu'on ait créé cette mesure qui avait toutes les limites qui ont été citées ici, c'est-à-dire que elles n'étaient pas suffisamment ciblées, c'est une réalité. Alors, plutôt que de cibler, de faire du cas par cas, ce qui a un coût, d'ailleurs en termes de ressources humaines, au niveau administratif, etc., c'était d'appliquer ça à un indice socio-économique le moins élevé, ce qui semblait plutôt logique. Alors oui, dans une école à indice socio-économique plutôt bas, j'ai dit élevé, plutôt bas, on a des chances pour qu'il y ait beaucoup d'enfants qui soient dans cette catégorie. Alors oui, effectivement, il va en avoir qui ne sont pas dans cette catégorie. Eh bien, on a accepté que ça puisse être comme ça parce qu'en réalité, pour arriver à cet indice très bas, il faut qu'il y ait une majorité qui soit en fait concernée par un indice très bas au niveau socio-économique. Parce que vous avez cité la piste du BIM. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure. Alors qu'on fasse attention de ne pas restreindre encore drastiquement ceux qui ont accès au BIM aujourd'hui. Et puis, est-ce qu'on ne craint pas que du coup, dans les personnes qui ont ce statut BIM, on retrouve en fait une grande majorité de ceux qui ont aujourd'hui accès à ces repas gratuits et qu'on finalement on se retrouve à un nombre qui soit très proche de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire 1300 élèves. Je ne sais pas s'il y a une évaluation de ça, mais qui a un statut BIM parmi les parents d'élèves? On parle de 1300 élèves. Donc potentiellement, ça peut faire aussi beaucoup de demandes. Et je terminerai par le rappel du CPS qui nous rappelle à raison qu'ils interviennent dans le paiement des repas. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on est déjà à 40 000 € alors qu'il y a cette mesure de gratuité sur les écoles à indice socio-économique les plus faibles. Donc, on peut imaginer que ça va aller en augmentant. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir du mal à joindre, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ne sont pas statut BIM. Et moi, ce que je crains, c'est que ce soit aussi ces enfants-là qui se retrouvent avec ça. Et voilà, et je le dis et je le répète, et je vois que plusieurs acquiescent, et tant mieux, mais c'est pas aux enfants à payer un ajustement budgétaire parce qu'il y a dans leur assiette. Juste très rapidement, je vais
un moment revenir avec des chiffres arrêtés, mais on va faire vraiment tourner les calculettes, mais on sait plus ou moins qu'on a 20 à 25% de notre population, je regarde en même temps à la caisse, donc madame la directrice financière à la caisse, de notre population qui est BIM, mais il y a aussi les anciens, etc. Si je prends la fourchette haute, je vais dire que si je compte 20%, même dans les écoles à encadrement différencié, je suis haut. Et on va pas offrir tous les repas tout le temps. Comme j'ai dit, par exemple, si on offre une valeur de 100 €, ça correspond peut-être à un repas par semaine. Donc voilà, le tout, c'est de faire rentrer pour que ce qu'on offre permet de ne pas entamer le reste du budget que les écoles emploient pour la gratuité des classes vertes, pour des sorties. Il y a plein d'autres choses qui sont faites également et qui étaient faites. Donc voilà, je ne veux pas leur faire perdre ces bonnes habitudes et ces bonnes pratiques qu'ils avaient pour d'autres priorités qui sont tout autant sociales. Mais donc voilà l'idée. Mais comptez sur nous pour effectivement non seulement faire une projection et je dirais on donnera notre méthode de calcul aussi aux écoles des autres réseaux, voilà, qui pourront s'appuyer, celles qui le souhaitent. Mais encore une fois, il ne faudra pas, moi je le demande, de ne pas juger une école qui déciderait de faire autre chose avec. Il y a plein d'autres choses à faire aussi avec cet argent. Vous voyez, il n'y a pas que ça. Mais donc voilà, ça c'est vraiment la liberté de chacun des réseaux. Et il faut le respecter. On pourrait peut-être, je sais pas, imaginer que comme les repas deviennent aussi payants, eh ben, des personnes qui sont pas en situation BIM ou voilà, qui travaillent mais qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui se disent ben voilà, moi je peux plus me permettre de dépenser de l'argent, je peux pas me permettre de dépenser de l'argent pour un repas. Et donc si 20% c'est plus ou moins la fourchette haute de ces personnes qui sont BIM, on peut imaginer quand même qu'il y ait peut-être 50%, on va dire, qui travaillent mais qui ont peut-être des difficultés à payer les repas et qui décident du coup de ne plus prendre les repas chauds et de faire plutôt un pique-nique. Et est-ce qu'au niveau du coût chez le fournisseur, ça va pas jouer aussi? Parce que s'il y a moins de repas à fournir, on peut alors du coup dire bah voilà le repas, bah moi je peux plus le faire à ce prix-là parce que je donnais 1300 repas, mais maintenant j'en donne peut-être plus que 750. Voilà, après c'est des suppositions, mais on peut arriver à ça aussi. Et ça, ce sera aussi alors du coup une autre question à soulever aussi du coup. Vous avez tout à fait raison. Il est clair que quand on vient dans un marché qui est probablement à hauteur de autant de repas, si potentiellement il descend, bah voilà, celui qui nous fournit, et je salue le rapport qualité-prix qu'on a régulièrement avec lui, bah c'est clair que la marge qu'il prend, elle est tout à fait infime, mais je crois que c'est plus de 20 000 ou 30 000 repas. Hein, c'est pas que Moucron, hein, c'est toute la Flandre et tout ça. Ça se joue là, mais ça se joue effectivement. Donc on pourrait perdre de ce côté-là l'attractivité. Mais voilà, je crois que ça c'est important de bien négocier parce qu'ici, voilà, on parle de petits montants. On disait si on devait diviser, c'était 5 ou 10 centimes. Mais nous, en tout cas, on se bat toujours pour faire des cahiers des charges les plus justes. C'est pour ça souvent que je vous dis, et on n'est pas en désaccord, mais on en parlait souvent, par exemple avec Rebecca, hein, ou quand on ensemble aussi, avec Fatima, quand on s'était réunis, c'est toujours trouver le point d'équilibre entre nos exigences, parfois, je veux dire, sur ce qu'il y a dans l'assiette, la qualité, le truc, et en disant on n'est pas dans le béoué non plus. Donc on doit vraiment, c'est toujours cet arbitrage. Donc le cahier qu'on fait lorsqu'on lance un marché, il est vraiment important et c'est lui qui décide quand même aussi le prix, le retour de prix qu'on va avoir du fournisseur. Donc ça, il faut y rester très très vigilant. Ça ne faut pas dire qu'il faut pas sacrifier nos ambitions. On peut en avoir, mais on doit chaque fois les mesurer à l'aune du retour de bâton tarifaire. On suivra le dossier. On vous propose peut-être de revenir, vers nous avec quand vous aurez abouti à une décision. Il y aura un règlement de toute façon. Hein. Donc, et ce règlement, ben, on va le faire atterrir autour du mois d'octobre, pas pour la rentrée, parce que de toute façon, ça sera pas pour financer tout. Donc, à un moment ou à un autre, les parents, ils peuvent commencer la rentrée et puis ils pourront avoir le chèque ou le truc vers Créos autour du mois d'octobre. Donc, allez, avec la faisabilité, les conseils communaux qu'on a, etc., le temps de le discuter, je pense qu'on atterrira ou au mois de septembre ou au mois d'octobre pour le conseil communal. Et donc, il y aura le règlement de toute façon. Hein.